Bonjour à toutes et à tous. Imagine un peu ton corps, ou n'importe quel être vivant d'ailleurs, comme une gigantesque usine chimique. À chaque seconde, des millions et des millions de réactions s'y déroulent pour te maintenir en vie. Mais qui sont les ouvriers microscopiques qui rendent tout ça possible? Eh bien aujourd'hui, on s'attaque à une notion absolument centrale du programme de SVD de première, les enzymes, les véritables architectes du vivant. Voilà la problématique qui va nous guider. Comment cette usine biologique peut-elle tourner avec une rapidité et une précision aussi incroyables? La réponse, tu t'en doutes, elle tient en un seul mot, les enzymes. Allez, on plonge dans notre première partie, on va découvrir ensemble l'identité de ces fameux ouvriers microscopiques et comprendre leur rôle fondamental. Ce sont eux vraiment les chefs d'orchestre de tout ce qu'on appelle le métabolisme. Bon, voici la définition à maîtriser sur le bout des doigts pour le bac. Une enzyme, c'est un catalyseur biologique. Alors décortiquons ça. Catalyseur, ça veut dire que ça accélère une réaction. Ça la rend possible des millions de fois plus vite. Et biologique, eh bien parce qu'elle est fabriquée par le vivant. Retiens bien ce trio, substrat, enzyme, produit. L'enzyme attrape une molécule de départ, le substrat, et hop, elle la transforme en une molécule d'arrivée, le produit. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule sorte d'enzyme. Non, il en existe des milliers qu'on peut regrouper en grandes familles. Ne prends pas peur devant ce tableau de classification. L'idée, c'est juste de voir qu'il y a 6 grandes classes. En gros, tu as des enzymes qui sont des démolisseurs, d'autres des constructeurs, d'autres encore qui ne font que réarranger les molécules. Chaque enzyme a sa spécialité, son métier unique dans la grande usine du vivant. Ok, maintenant qu'on a vu la vue d'ensemble, on va zoomer. Comment une enzyme fait-elle pour reconnaître son substrat, et pas un autre, parmi les milliers de molécules qui se baladent? C'est l'histoire d'une rencontre très sélective. Le mécanisme, c'est un peu comme un ballet en 3 temps, parfaitement chorégraphié. D'abord, l'enzyme, notée E, et son substrat S se rencontrent. Ensuite, ils s'emboîtent pour former ce qu'on appelle le complexe enzyme-substrat. C'est à ce moment précis que la magie opère, que la réaction chimique a lieu. Et enfin, l'enzyme libère le produit. Et le point crucial, c'est qu'elle ressort intacte, prête à recommencer le cycle des milliers de fois. Mais où est-ce que ça se passe, cette rencontre? Eh bien, ça se passe dans une zone bien précise de l'enzyme, le site actif. C'est une sorte de poche, de creux à la surface de la protéine, dont la forme en 3 dimensions est parfaitement complémentaire à celle du substrat. C'est la fameuse analogie de la clé et de la serrure. Ce document est génial pour comparer le modèle et la réalité. Regarde, à gauche, on a le schéma simplifié, celui qu'on dessine en cours, facile à comprendre. Mais maintenant, regarde à droite. Ça, c'est la véritable structure 3D d'une enzyme, la carboxypeptidase, avec son substrat bien calé au cœur du site actif. On voit bien que c'est une complémentarité de forme hyper complexe, qui est déterminée par l'enchaînement précis des acides aminés de la protéine. Et cette complémentarité de forme, elle nous amène directement au concept le plus important de ce chapitre. Si tu ne dois retenir qu'une seule idée, c'est celle-ci. L'incroyable précision des enzymes, qu'on appelle la double spécificité. Alors pourquoi double? Parce qu'il y a 2 niveaux de spécificité. Premièrement, la spécificité de substrat. Une enzyme donnée ne reconnaît qu'un seul type de substrat. C'est notre histoire de clé et de serrure. Et deuxièmement, la spécificité d'action. Même avec le bon substrat, elle ne réalisera qu'un seul type de transformation chimique, pas un autre. Ce schéma illustre ça à la perfection. Regarde bien, l'enzyme 1 ne peut se lier qu'au substrat 1. Le substrat 2, même s'il est là, ne peut absolument pas s'y fixer. Ça, c'est la spécificité de substrat. Ensuite, l'enzyme 1 transforme le substrat 1 en produit 1. Et c'est tout, elle ne le transformera jamais en un autre produit. Ça, c'est la spécificité d'action. Chaque enzyme a donc une mission unique et elle ne peut pas en dévier. C'est bien beau la théorie, mais en science, tu le sais, il faut des preuves. Comment est-ce qu'on a bien pu démontrer expérimentalement cette spécificité si stricte? Pour ça, rien de mieux que d'analyser un document scientifique. Voilà une expérience tout à fait classique. On mesure l'activité d'une enzyme, la glucosoxydase, en présence de différents sucres. Que nous montre ce graphique? On suit la concentration en dioxygène qui est consommée pendant la réaction. On voit que cette concentration ne diminue que dans un seul cas, quand on met du glucose. Avec les autres sucres, comme le fructose ou le galactose, qui sont pourtant très similaires chimiquement, il ne se passe rien du tout. C'est la preuve irréfutable de la spécificité de substrat. Parfait. Maintenant qu'on a bien compris le comment, on va s'intéresser au à quel rythme. Parce que non, la vitesse des réactions enzymatiques n'est pas constante. Elle dépend de plusieurs facteurs. C'est ce qu'on appelle la cinétique enzymatique. Premier facteur, la concentration en substrat. Ce graphique est très parlant. Il montre que si on augmente la quantité de substrat disponible, la vitesse de la réaction augmente. C'est logique, plus il y a de matières premières, plus nos ouvriers peuvent travailler vite. Mais regarde bien la courbe, elle finit par s'aplatir et atteindre un plateau. Ce plateau, on appelle la vitesse maximale, ou Vmax. Et pourquoi la vitesse n'augmente plus? C'est tout simple, c'est parce que toutes les molécules d'enzymes sont saturées.
Elles sont toutes occupées en train de transformer un substrat. L'usine tourne à plein régime, on ne peut pas aller plus vite, même si on rajoute encore et encore du substrat. Deuxième facteur, la concentration en enzymes. Ah, là c'est différent. Le graphique nous montre une relation de proportionnalité. En clair, si on double le nombre d'enzymes, on double la vitesse de la réaction. C'est comme si on ajoutait des chaînes de montage dans notre usine. Forcément, la production totale augmente proportionnellement. Allez, ce schéma bilan est essentiel. Il résume tout ce qu'on vient de voir et nous permet de prendre un peu de hauteur. D'un côté, on retrouve notre équation générale de la réaction. Et de l'autre, on fait le lien entre l'information génétique, l'ADN, les gènes, et le fonctionnement de la cellule. Chaque gène code pour une protéine. Et très souvent, cette protéine est une enzyme. L'ensemble des enzymes d'une cellule, ce qu'on appelle son équipement enzymatique, détermine tout ce qu'elle sait faire, son métabolisme. C'est la clé de la spécialisation cellulaire. Et cette exploration nous amène à une dernière question, une question d'ouverture. Puisque chaque enzyme a un rôle si spécifique et vital, qu'est-ce qui arrive si un gène mute et que l'enzyme qu'il code ne fonctionne plus ou mal ? C'est ici qu'on touche du doigt l'origine de très nombreuses maladies génétiques et métaboliques. Et une grande partie de la recherche de médicaments consiste justement à trouver comment corriger ou contourner ces enzymes défaillantes. C'est un sujet absolument passionnant qu'on abordera peut-être dans un prochain chapitre. Merci de ton attention.